l'ai dit, il y a un paradoxe évidemment à lier écologie, le terme écologie et le terme humain-humanité. L'écologie, au sens, je dirais, banal du terme, renvoie à la science ou l'étude des êtres vivants, de leurs relations au sein d'un milieu qui est nommé écosystème, ça c'est l'aspect scientifique. Mais évidemment l'écologie comme courant, et on en a eu un exemple par la conférence qui a précédé, comme courant de pensée, comme préoccupation, je dirais, morale, éthique, politique, c'est le désir, le souci, le soin de préserver, de conserver, voire de restaurer certains espaces naturels, de préserver, de conserver la biodiversité, certaines ressources, même des sites géologiques qui sont considérés comme étant d'intérêt, j'allais dire d'intérêt public ou d'intérêt humain, d'intérêt scientifique particulier. Donc ça, c'est la définition de l'écologie. L'écologie, telle que je viens de l'énoncer, donc à la fois comme science, mais aussi comme préoccupation morale, éthique, juridique, puisqu'on a eu un exemple, j'oubliais ce volet, et politique, l'écologie, et c'est là qu'est le problème, en tout cas un problème philosophique si on veut, l'écologie repose sur un présupposé, sur une hypothèse de départ, qui, si elle n'est pas fausse, du moins est problématique. Quelle est l'hypothèse sur laquelle repose l'écologie ? L'hypothèse de départ, c'est qu'il existe ce qu'on appelle la nature. On est d'accord là-dessus ? Vous m'interrompez si vous... Il existe la nature, le monde naturel, et ce monde naturel, on le conçoit par opposition, par distinction par rapport au monde humain. Il y a d'un côté, vous connaissez les oppositions classiques, la nature et la culture. Le monde naturel d'un côté, l'histoire humaine, la société humaine ou les sociétés humaines de l'autre. Et il y a un vis-à-vis, alors si ce n'est pas un vis-à-vis, il y a une distinction, il peut y avoir même un face-à-face, un affrontement, ou en tout cas, il y a une ligne de démarcation, il y a une ligne de partage entre d'un côté le monde humain, de l'autre côté la nature. Ça, c'est l'hypothèse de départ de l'écologie, telle qu'elle se formule traditionnellement. Le problème, c'est que cette hypothèse de départ, je l'ai dit sans être fausse, au sens strict, est problématique. Pourquoi ? Parce que la nature, ce qu'on appelle, nous, la nature, les Occidentaux, les sociétés modernes, postmodernes, les sociétés contemporaines, ce qu'elles appellent la nature n'est pas une réalité objective. Ça n'est pas un donné, si vous voulez, c'est pas un fait. La nature, c'est une représentation. La nature, j'entends comme distinct, comme monde naturel, comme monde biologique, distinct du monde humain. Ce qui le montre, ce sont les sociétés dites premières, auparavant on les appelait archaïques ou primitives, c'est des termes qui ont été jugés un peu dévalorisants ces dernières années. Moi, je ne vois pas forcément pourquoi. Archaïque, ça renvoie à arché, qui veut dire premier, d'ailleurs en grec, donc les sociétés premières, ne connaissent pas ce que nous, on appelle la nature. Ça n'a pas de sens, si vous voulez, pour elles. Et pour preuve, alors il existe, il est toujours vivant, oui, je pense, un célèbre anthropologue qui est Philippe Descola, et Philippe Descola qui est ou a été, parce que je ne sais pas s'il a pris sa retraite, professeur au Collège de France, qui est un éminent anthropologue français, a écrit un célèbre livre qui s'appelle « Par-delà nature et culture ». Et que constate Philippe Descola, c'est que dans les sociétés premières, alors il y a beaucoup travaillé notamment au Brésil avec les Achuars, mais pas que, dans les sociétés premières, la nature n'existe pas. La nature n'existe pas pour tout un ensemble de raisons que je vous résume brièvement. Il faudrait faire un sort évidemment à sa pensée, mais c'est un préalable nécessaire pour que je vous pose des questions concernant l'écologie humaine. Parce que ces sociétés premières, elles ont une mentalité qu'on appelle animiste. L'animisme, ça vient du latin anima, qui veut dire l'âme, ça consiste à prêter aux êtres qui ne sont pas humains une âme. Une âme avec les qualités, si vous voulez, que traditionnellement nous prêtons aux humains. Une psychologie, un ensemble de qualités morales, des us et coutumes, une vie sociale, une capacité de communication, etc. Et donc, aussi curieux peut-être que ça puisse paraître, pour ces peuples premiers, ils conçoivent ce que nous, on nommerait la nature, comme un ensemble de tribus dont ils sont, si vous voulez, au sein de ce vaste ensemble qu'est la biosphère, une tribu.
Donc ils sont en relation avec d'autres tribus qui ont des mœurs, qui ont une psychologie, qui ont qui ont une âme, les individus ont une âme, avec lesquels ils peuvent d'ailleurs communiquer. Alors soit ils communiquent directement, par exemple chez les Achuars, les femmes ont une relation avec le monde végétal et leur jardin qui est une relation maternelle. Et chez les Achuars, donc, qui dit relation maternelle, nous dit Philippe Descola, bienveillance, tendresse et fermeté. Donc elles parlent à leurs plantes. Alors je ne sais pas si certaines ici parlent à leurs plantes. Donc il y en a qui sourient, qui se dénoncent. On peut c'est très bien de parler à ces plantes. Donc voilà, et on peut communiquer de façon plus indirecte à travers le rêve. Les animaux peuvent nous envoyer des messages, à travers évidemment les chamans, à travers les transes obtenues par des hallucinogènes. On a des relations sociales avec les autres tribus. Hein. Donc il n'y a pas de ligne de démarcation entre la nature et la culture, ça n'a pas de sens, si vous voulez. Ça veut dire quoi? Alors c'est très paradoxal, c'est le premier paradoxe que je voulais souligner, c'est que l'écologie des Occidentaux, c'est l'autre nom d'un divorce entre l'être humain et la nature, finalement. On essaie de recoller un peu les morceaux, si vous voulez. Le deuxième paradoxe que je voudrais souligner en préambule, c'est que l'être humain veut préserver la nature à la fois pour elle-même et pour lui-même. Alors, pour elle-même, pour la nature, il veut la préserver pour sa beauté, pour sa richesse, pour la valeur de la vie aussi, en tant que telle, pour des raisons parfois théologiques. Si on pense que la nature, c'est un monde qui est créé par une divinité, par un Dieu, les créatures de Dieu sont en elles-mêmes à préserver, sont dignes d'égard, de considération. Il veut aussi préserver la nature pour lui-même. Alors, d'un point de vue égoïste, parce qu'il a un intérêt évidemment à voir se préserver, ce qu'on a nommé tout à l'heure dans la conférence des ressources, mais aussi par intérêt esthétique pour la nature, pour la beauté de la nature qui le touche, par sentiment sans doute d'interdépendance avec le monde naturel, qui fait qu'il peut ressentir un sentiment de gratitude par rapport au monde qui l'entoure. D'accord, il veut préserver la nature pour elle-même, pour lui-même, mais il ne, et ça c'est le deuxième paradoxe, il ne s'inclut pas ou n'a pas l'habitude de s'inclure dans la nature ou le monde qu'il prétend préserver. Pourtant, il en fait partie. Donc ça, c'est le deuxième paradoxe. Et le troisième paradoxe, c'est que, malgré tout ce que je viens de dire, si vous voulez, l'être humain, alors qu'il ne s'inclut pas dans ce qui est à préserver, etc., mais en péril, j'allais dire oui, en question, mais en question et en péril, l'humanité de sa vie, de ses relations sociales, de ses rapports humains, à travers tout un ensemble de choses, à travers des avancées techniques, technologiques, à travers des idéologies comme le transhumanisme, à travers des possibilités de déréaliser son monde, de vivre des formes distanciées par rapport à la réalité, qui altèrent ses relations sociales, humaines, etc. Donc vous voyez les trois paradoxes. Premier paradoxe, je vais me permettre de les résumer, c'est que l'hypothèse de départ de l'écologie, telle qu'on la pense traditionnellement, est, si ce n'est fausse, du moins très problématique. Deuxième paradoxe, c'est que l'être humain ne s'inclut jamais dans ce qu'il prétend préserver, alors qu'il fait partie du monde auquel il s'intéresse. Troisième paradoxe, qui renforce un peu les deux premiers, c'est que pourtant il met en péril et en question l'humanité de sa vie, de ses rapports, de ses échanges humains, et que donc, c'est ma conclusion, si vous voulez, du préambule, il y a la nécessité d'une écologie humaine, à la fois de façon générale et puis aussi de façon plus particulière en entreprise. Évidemment, le problème, quand on a dit ça, c'est de savoir ce qui est humain et qui est à préserver. Et c'est là que je vais commencer à vous interroger, parce que pour l'instant, vous ne m'avez pas fait d'objection. Donc, vous seriez plutôt d'accord avec ce que je viens de dire, ou en tout cas... Ah, voilà, oui, dites-moi. Non, dis-moi. Oui. Moi, je disais, où ils sont d'accord, ou ils dorment. Où ils dorment. Mais alors, s'ils ont une sorte de consentement, c'est daté. C'est bon. Je prends. Donc, voilà pour ces paradoxes de départ, pour cadrer un peu la discussion, pour expliquer la nécessité de l'écologie humaine, son sens. Et ça nous fait aboutir au problème en partant de l'hypothèse que ça a un sens de conserver l'humanité de nos vies, de nos échanges, de nos relations, y compris de nos relations de travail. Qu'est-ce qui fait l'humanité
d'un échange, d'une relation, et je suis obligé de vous réveiller. Qu'est-ce qui fait l'humanité d'un échange, d'une relation, une relation sociale, affective, sentimentale, une relation de travail? Qu'est-ce qui fait l'humanité d'une organisation, y compris d'une organisation de travail, une organisation productive? Qu'est-ce qui fait l'humanité d'un échange humain et qui pourrait être l'objet d'une préservation? Qu'est-ce qui rend humain un échange? Qu'est-ce qui fait qu'un échange est pas simplement entre deux personnes qui sont des humains, mais on le dit humain, au sens où quelque chose se passe, qu'il y a une forme d'humanité dans le dialogue, dans l'échange, dans la relation, dans le rapport qu'on a. Ou alors il n'y a rien d'humain. Alors, est-ce que vous pouvez donner vos prénoms à chaque fois, j'ai oublié de vous le demander. Geoffroy. Et alors je crois que c'est... Je vais vous tutoyer, ça va être plus simple. C'est toi que j'ai vu en premier, Julie, oui. Ça, tout à l'heure, j'aurais dit le plaisir, le bien-être, l'amour. Alors c'est pas la même chose, parce qu'il y a le confort, le bien-être, il y a le plaisir, et il y a l'amour. Alors ça peut être cumulatif, ça peut être les trois à la fois, mais on peut les distinguer. Est-ce que c'est ça qui fait l'humanité d'un échange? Alors effectivement, il y a l'amour. Alors, il y a dans l'amour humain, il y a aussi peut-être la pulsion animale, mais il y a une part d'humanité qui est vécue à travers la relation amoureuse. Mais qu'est-ce qui fait un plaisir? Mais on pourrait objecter, par exemple, on peut éprouver beaucoup de plaisir à un spectacle solitaire, on est devant la nature, on parlait de la nature, il n'y a pas d'échange humain. À quoi tu penses quand tu dis que le plaisir, le bien-être ou l'amour fait l'humanité en fait de nos échanges et potentiellement ce serait ça qui pourrait être à préserver? À quoi est-ce que tu penses en fait? Parce que quand tu as énoncé ces mots, ils sont importants et parce qu'il y a plusieurs façons d'aimer par exemple. On peut aimer de façon, j'anticipe un peu. Je défends. Pardon? Ah oui, d'accord. C'est pas. Moi, je ne l'ai pas senti, mais c'est bien, ça vibre, c'est des bonnes énergies, donc c'est bien. Il y a une bonne résonance. Je défends une idée et je l'ai choisie exprès choquante. Vous allez me dire si vous êtes d'accord, si tu es d'accord notamment. On peut avoir une vision entièrement instrumentale des rapports humains. Vous venez là pour apprendre, pour échanger, pour éprouver du plaisir, et les autres, c'est un moyen, un instrument, on pourrait dire, d'éprouver du plaisir, à se voir, à échanger. Ça ne veut pas dire qu'on ne les respecte pas, mais ça veut dire qu'ils ont une valeur instrumentale. On peut avoir une version instrumentale, par exemple, vous rentrez dans une boulangerie, la personne qui vous sert à manger, elle a une fonction, une utilité, voilà, c'est un moyen pour vous de trouver de l'alimentation. Vous prenez un taxi, c'est un moyen de locomotion. Je vais aller vers les relations sentimentales, exprès pour... Vous allez me dire si ça vous choque ou pas. On peut rencontrer quelqu'un qui est pour nous un moyen d'éprouver du plaisir, de ne pas être seul, d'échanger, d'avoir une relation amoureuse. Et finalement, on peut tout interpréter l'ensemble de la vie comme étant une relation instrumentale. Y compris l'amour. L'autre, c'est un moyen de mieux me connaître. C'est un moyen d'avoir cette expérience qu'est l'amour. Mais le premier problème que je vais poser, j'y reviendrai là, je fais juste que l'énoncer, c'est que le propre de l'être humain, c'est qu'il n'a pas qu'une valeur instrumentale. Il a ce qu'on appelle une valeur intrinsèque, une valeur en soi, qui fait qu'on ne peut pas le réduire simplement à l'instrument que je peux éprouver pour mon plaisir, mon bien-être, mon confort, et y compris l'amour. Ça qui est très troublant, c'est qu'il y a des gens qui aiment de façon, vous en avez peut-être déjà rencontré, ça ne vous concerne pas sans doute, mais des gens qui aiment de façon narcissique. Ils aiment l'autre parce qu'ils aiment se voir regardés par l'autre, ils aiment se refléter dans le regard de l'autre. Alors l'autre, d'accord, moi il est aimé, mais c'est un vecteur, c'est un instrument de l'amour qu'ils ont pour leur propre personne. Donc premier problème, la valeur de l'être humain, est-ce qu'elle n'est qu'instrumentale? C'est un vrai problème, puisque dans une entreprise, une organisation sociale, on a une fonction. Et on a une valeur d'utilité. Et c'est gratifiant, d'ailleurs, on peut se dire « je sers à quelque chose ». Mais le problème, c'est qu'on n'a pas que cette valeur. Alors, il y a deux autres questions en suspens, et puis... Oui. Ah, c'était pour s'étirer.
Ah oui, c'était très beau, d'accord, oui. Et ton prénom? Annie. Moi, je pense, ça me fait penser à l'expression et la pensée. L'expression, ouais. Voilà, en fait, la faculté de pouvoir s'exprimer, d'exprimer son émotion, qu'elle soit positive. Ah oui, c'est plusieurs choses. C'est la faculté de s'exprimer, Voilà, ouais, ouais, qui fait un échange humain. voilà. Ok, oui, oui, et d'exprimer les émotions notamment, ce qu'on ressent. Oui, mais si par exemple, Annie, tu les exprimes et que l'autre personne a pour toi du mépris, est-ce que c'est ou de l'indifférence? D'ailleurs, c'est peut-être sans doute le contraire de l'amour, n'est pas la haine, hein, c'est sans doute l'indifférence. Pour moi, c'est toujours la même chose, parce qu'en fait, s'il a de l'indifférence et qu'il n'exprime pas, je ne sais pas. S'il a de l'indifférence et qu'il l'exprime, ça va développer un échange. Oui. Voilà. Alors, s'il l'exprime, est-ce qu'il est encore indifférent? Mais en tout cas, il y a une piste là qui est le dialogue, c'est un deuxième, l'échange, l'expression. L'expression, c'est pas un dialogue, c'est pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait un retour. Mais c'est le premier pas fait vers l'autre, on exprime quelque chose qu'on pense, qu'on ressent. Mais ce qui fait l'humanité, c'est pour ça que je parlais d'indifférence, et que Geoffroy ou Geoffrey Geoffroy a embrayé là-dessus, c'est que peut-être l'humanité, c'est une relation. Ce qui suppose un échange, un retour. On ne peut pas être seul dans une relation. Si vous exprimez à un mur, ça va être... Donc peut-être que l'humanité, c'est à la fois l'expression et le retour, qui peut être muet. D'ailleurs, quelqu'un peut consentir à ce que vous dites de façon muette, par un regard, hein, un geste, mais ce qu'on appelle l'échange. Et... Pardon ? Ou un sentiment. Ou un sentiment qu'on détecte dans le visage de quelqu'un aussi. Des échanges non physiques, en fait. Ou dans les échanges non physiques. Ah ben oui, il y a un retour, effectivement, il y a... Peut-être par la parole, mais aussi par les sentiments. Bien sûr, par le fait, effectivement. Et l'une des thèses de l'anthropologie, c'est que le monde humain est structuré autour de 3 échanges. L'échange des femmes, l'échange matrimonial, dans les tribus primitives, c'est comme ça que ça se présente. Hein, bon, voilà. L'échange des paroles et l'échange des biens et services. Ce sont les 3 échanges fondamentaux. C'est Lévi-Strauss qui a beaucoup insisté là-dessus, hein, qui distingue le monde de la culture humaine. Pourquoi est-ce que ça distingue le monde de la culture du monde de la nature? Parce que ce sont des conventions. Le langage est conventionnel, il n'est pas naturel. Certes, un enfant il peut apprendre toutes les langues du monde potentiellement, mais il va apprendre une langue maternelle ou paternelle, il va apprendre un langage qui ne lui est pas naturel. Il ne va pas se mettre instinctivement à parler. Voilà. L'échange matrimonial, oui, c'est une convention. Hein, la pulsion est naturelle, mais le lien matrimonial ou conjugal institutionnalisé par un rituel, c'est une convention. Et puis l'échange des biens et services, c'est une convention aussi. On ne le fait pas naturellement. Ça suppose des normes, des relations, etc., des rites, des rituels aussi. Et dans notre société moderne, des droits, une législation, etc. Donc ce sont les conventions qui distinguent l'être humain de la nature. Donc là, on a 2 pistes. On a le caractère non instrumental de l'être humain et on a l'échange, qui sont 2 choses humaines qui constituent la valeur humaine d'un échange, d'une relation, d'un rapport, d'une organisation sociale, etc. Mais je vais partir sur ce que dit Bruno, qui complète un peu, qui fait écho un peu à ce que disait Annie. C'est l'idée que l'humanité, alors ça a été défendu par Descartes au XVIIe siècle, passe par quelque chose qui n'est pas le programme, que nous appellerions le programme. On vit dans un monde de procédures, un monde procédural, procédurier, programmé, normé, prévu, prévisible, avec des feuilles de route, avec des agendas, des plannings, des points d'étape, un ensemble de choses qui balisent le travail que vous faites. Mais je dirais le propre, si on voulait prendre un premier axe de l'écologie humaine entreprise, c'est comment dans un monde programmatique, avec une part d'automatisation croissante des tâches, on peut garder un caractère humain à la fois de l'échange, de la relation de travail, et puis je dirais qui relève même simplement de la spontanéité. Alors Descartes, il dit ça dans une célèbre lettre, il s'adresse à un marquis anglais qui s'appelle le marquis de Newcastle. Pour ceux qui aiment bien le football, ça va leur parler. Et il dit la chose suivante, le langage humain, il y a 2 choses spécifiquement qui le caractérisent.
c'est ce qu'on appelle l'à-propos, avoir de l'à-propos. Et ce que Descartes veut dire, c'est que un être humain, il peut, dans une situation qui n'a pas été prévue, qui n'est pas programmée, qui n'a pas apprise, qui est la situation dans laquelle il se trouve, avoir de l'à-propos, c'est-à-dire inventer, trouver, créer spontanément une réponse de sens à une question qu'on lui pose, qui n'est pas prévue, etc., qui n'est pas programmée. L'à-propos. Et la deuxième chose, c'est que Descartes nous dit l'être humain, il peut parler de choses qui ne relèvent pas de ses passions, de ses affects ou de ses émotions. Il peut en parler, mais il peut aussi ne pas en parler. Il peut parler de notions abstraites, il peut parler de mathématiques, il peut parler de justice, il peut parler de notions qui ne relèvent pas du plaisir ou de la douleur, si vous voulez, ou des affects en tant que tels. Donc, premier aspect qu'on pourrait isoler de l'écologie humaine, puis après je vais en venir à la question de l'amour, c'est que on est dans un monde programmatique, normatif, balisé, et comment conserver la part essentielle des échanges humains qui passent par la parole et le langage, et qui s'appuient sur l'adaptabilité, l'imprévisibilité, la créativité, la spontanéité. Ça, c'est le premier axe, on pourrait dire, de l'écologie humaine. Deuxième axe, je reviens Julie, qui n'est pas Marion. Je reviens à Julie qui parlait du plaisir, qui parlait de l'amour. Et j'ai dit tout à l'heure, il y a un problème, c'est qu'on peut avoir une vision instrumentale de l'ensemble des relations humaines. Et en même temps, ça n'est pas vouloir du mal aux autres. Hein. Vous pouvez avoir une relation même sentimentale, instrumentale, parce que, je l'ai dit, l'autre, c'est une façon de ne pas être seul. Il y a beaucoup de gens qui sont avec d'autres personnes pour ne pas être seuls. Hein. Ça arrive. Pour même éprouver du plaisir, pour vous sentir utile. C'est là qu'est la plus grande ambiguïté. C'est que vous pouvez avoir une relation instrumentale avec quelqu'un à qui vous rendez des services pour vous sentir utile. Et ça, c'est très beau. Mais oui, non, mais ça, c'est Marion qui le disait, parce que Julie n'était pas d'accord, je crois, avec cette question. Et avec cet aspect des choses. Mais je l'ai dit, il y a un fait qui est que l'être humain a une valeur intrinsèque, a une valeur en soi, qui fait qu'on ne peut pas le réduire simplement à un instrument. Ce qui le montre, c'est le phénomène du respect. C'est-à-dire que si l'autre n'avait qu'une valeur instrumentale, à certains moments, on serait tenté de lui manquer de respect. Je ne sais pas, vous n'avez pas rentré dans une boulangerie en disant « la chocolatine ». Ça ne se fait pas. Non, Ah oui, mince, pardon. Donc, c'était ça. Je pensais que ça reposait sur le respect, alors que c'était en fait, c'était une question d'us et coutumes. C'est vrai, j'ai pas compris. Donc, ce qu'il étudié par un auteur qui est célèbre en philosophie, qui est un auteur du XVIIIe siècle et qui s'appelle Kant. Et Kant, il avait une formule pour résumer les choses, si vous voulez, sur l'impératif de la morale, sur la relation à l'autre. Il disait la chose suivante, il essayait de résumer en une phrase, il y a quelques phrases par lesquelles il a essayé de formuler son impératif moral. Agis toujours de telle sorte que tu traites l'humanité en ta personne. En ta personne, c'est important, on peut ne pas se respecter, hein. On peut se manquer de respect à soi-même, ça arrive ça. Agis toujours de telle sorte que tu traites l'humanité en ta personne et en la personne de tout autre, non pas simplement comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre sera toujours un moyen pour moi, mais il ne faut pas que ça ne soit qu'un moyen. Il faut aussi qu'il ait une valeur en tant que tel, et c'est ça qui fait qu'il y a le phénomène du respect, des égards, de l'attention, de la considération. Okay? Ça, c'est le deuxième aspect qu'on pourrait isoler. Donc, premier aspect, comment dans un monde programmé, normé, cadré, quadrillé, peut-on garder la créativité, la spontanéité, l'inventivité, l'imprévisibilité d'un échange humain? Vous imaginez si vous rentrez chez vous, que vous avez une relation de travail où tout est déjà programmé. Vous dites des phrases déjà préétablies, voilà. C'est un monde, moi ça me semblerait horrible. Deuxième aspect de Julie, qui n'est pas Marion, c'est cette question de la valeur de l'être humain, des égards, de la considération qu'on a pour une personne, indépendamment même de la relation d'utilité que j'ai avec elle, de la relation fonctionnelle que j'ai avec elle. C'est joli cette chanson. Oui, mais ce sera en fond, ce sera en son de... Ce sera en fond de... Tout à fait. Alors il y a, comment dirais-je, il y a d'autres aspects
Je vais vous prendre un aspect qui est que, pour moi, ce qui fait l'humanité d'un travail, d'une organisation, puisqu'on parle pas simplement des relations humaines, des échanges, de l'amour, mais aussi du monde du travail, c'est qu'on n'accomplit pas simplement une tâche, mais on s'accomplit dans la tâche qu'on fait. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire ça? Que ce qui fait l'humanité d'un travail, c'est pas simplement vous accomplissez une tâche, c'est-à-dire vous la faites, mais c'est pour ça que je parlais de l'intelligence artificielle. Je me dis, est-ce qu'une intelligence artificielle peut s'accomplir dans la tâche qu'elle fait? Vous voyez, c'est pour ça que c'est une vaste question, l'intelligence artificielle, mais elle éveille plein de questions, parce qu'on peut vraiment se... Est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée qu'il y a une forme d'accomplissement personnel dans la façon d'accomplir des tâches, un travail, une fonction, etc. Ou bien est-ce que vous ne sentez, à titre personnel, aucun accomplissement? Ça, c'est une question importante. Parce que pour moi, c'est ce qui fait sans doute l'humanité d'une organisation sociale, l'humanité d'un travail, d'une relation. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez me dire que c'est annexe, accessoire, c'est pas une nécessité, on n'a qu'à accomplir des tâches. Vous pouvez me le dire aussi. C'est la gratitude, la reconnaissance. Et on parlait, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, je ne sais plus si c'était Bruno, je sais plus, c'est de la valeur, du sentiment du sens ou de la valeur. Voilà. C'est-à-dire on s'accomplit dans une tâche quand elle a du sens, quand elle n'a pas de sens. Parce qu'on parlait des cathédrales. Évidemment, d'être tailleur de pierre à cette époque, c'était un métier répétitif, dur, harassant, mais il était inscrit dans un projet collectif qui avait un sens, qui envoyait au dévouement, etc. Donc c'est la gratitude, le sentiment de reconnaissance et le sens qu'on perçoit dans son activité qui permet effectivement de se sentir s'accomplir. Je me permets de dénoncer un autre axe justement problématique de l'écologie humaine en entreprise sur ce point, puis après de donner la parole, il y avait deux mains levées. Je me souviens que quand, il y a bien des années, c'est pas quand je commençais à enseigner, mais je faisais cours dans une école d'ingénieurs qui est toujours l'école centrale de Lyon. Et donc moi j'avais un cours, je faisais cours, et en passant dans les autres cours, je me rendais compte on les formait à ça, des diagrammes perte et gantes. Vous savez, la décomposition analytique des tâches, avec le délai au plus court, au plus long, avec la ligne temporelle, et avec le découplage des tâches qui doivent être lancées en parallèle, etc. Et si on revient à ce qu'on vient de dire, le sens, je me suis dit, mais comment on peut, dans une décomposition analytique, saisir la globalité du sens? Parce qu'on est dans un secteur, on a été sectorisé, profilé, pour accomplir un élément du projet qui, dans la décomposition, si vous voulez, chronologique de la tâche, est un élément de l'ensemble du Lego, si vous voulez. Et pourtant, le sens de ce qu'on fait suppose d'en saisir la globalité. Donc je dirais que l'un des axes de l'écologie humaine, c'est non pas de s'opposer à la décomposition analytique des tâches, etc., la division du travail, si on voulait la nommer d'un terme peut-être plus commun, mais de lui opposer la globalité du sens. Et c'est ça qui fait qu'on peut s'y reconnaître ou pas. Dans un projet collectif, qu'il soit spirituel comme celui des cathédrales, ou qu'il soit un projet marketing, un projet commercial, etc. C'est plus simple de supprimer l'entreprise pour avoir une meilleure écologie humaine. De supprimer quoi donc? Ah, de supprimer l'entreprise? Non, mais le système de travail en général. Ah, de supprimer le travail. Alors moi, je suis d'accord aussi. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais il y a des systèmes collaboratifs qui se mettent en place dans des organismes de production qui sont des personnes qui se regroupent et qui visent une forme d'autonomie où les gens ne se conçoivent pas comme travaillant, comme étant dans du travail, comme produisant de la plus-value à mettre sur un marché pour vendre une marchandise. C'est-à-dire que le monde du travail, on le sait, c'est un marché, on vend sa force de travail contre une rétribution. C'est-à-dire qu'ils ne s'inscrivent plus dans un marché où ils vendent une part d'eux-mêmes. Donc ça existe. Mais moi, je ne suis pas contre. Mais alors moi, à mon échelle,
c'est un vaste projet. Alors, voilà, je dirais que à ma petite échelle, je plaide pour faire prendre conscience de certains axes problématiques qui connaissent une situation critique dans le domaine de l'entreprise et qui nécessitent d'avoir le souci de préserver une part de ce qui fait l'humanité de nos échanges. C'est ça l'idée en fait. Mais ça n'exclut pas d'autres choses. Enlever la connotation négative du travail qu'on a aujourd'hui. Alors c'est vrai que travail, ça vient de tripalium, qui est un instrument, vous savez, on mettait les chevaux pour les ferrer. Ça veut tout dire. Et on parle bien du travail quand une femme accouche aussi. Hein. C'est Julie ou Marion? Parce qu'il faut savoir à la fin aussi. Et l'inverse aussi, personnellement, il y a plein de tâches que j'accomplis la même journée. Ouais. Je passe aussi à du travail, sans être pour autant c'est du travail. Tout à fait. Voilà, Mais par exemple, il avait été question, je te coupe parce que tu me dis ça recoupe un peu ce à quoi tu penses, il avait été question à un moment pour les femmes célibataires avec enfants de considérer qu'elles pouvaient substituer à leur activité salariée une activité de femmes à la maison ou femmes au foyer ou qui s'occupent de leurs enfants, qui est un travail à plein temps quand on a 2, 3 enfants, qu'on est seul, etc. Et ça avait été adéquatement par le législateur mis de côté, forcément. Donc, est-ce que tu pensais à ça? C'est un ensemble de tâches qu'on fait qui ne sont pas du travail, c'est-à-dire qui ne sont pas rémunérées, qui ne sont pas vendues sur un marché contre rétribution, mais qui produisent quelque chose même socialement, puisque élever ses enfants correctement, être présent, être présente, ça a une valeur sociale importante, qui n'est pas rémunérable pour l'instant, mais qui pourrait l'être.